Salut tout le monde, dans cette 5e séance des fonctions numériques, j'espère d'abord que vous êtes très bien chez vous. Avant de commencer la séance, je vais faire un petit rappel de ce qu'on a fait la dernière fois, puis je commence le chapitre d'aujourd'hui. Donc, la dernière séance, on a parlé des fonctions numériques paires et des fonctions numériques impaires. D'accord? On a donné la définition d'une fonction numérique paire. On a dit qu'une fonction est paire si il vérifie deux conditions ou bien on dit deux hypothèses. La première hypothèse, c'est que d de f est symétrique par rapport à 0. d de f, c'est la notation de domaine de définition. On a dit que, au lieu de dire d de f est symétrique par rapport à 0, on dit pour tout x appartient à d de f, moins x appartient à d de f, et on a dit que ces deux expressions signifient la même chose. D'accord? La deuxième condition, ou bien la deuxième hypothèse, pour tout x appartient à d de f, moins f de moins x égale f de x. Ok? Et on a dit que cette expression signifie que x et moins x ont la même image par f, comme vous voyez. Donc, chaque deux nombres opposés, parce que x et moins x, ils sont opposés, comme on a dit la dernière fois, chaque deux nombres opposés possèdent la même image. Donc, si notre fonction vérifie ces deux conditions, ces deux hypothèses, je peux dire que la fonction est paire. D'accord? Puis, on a passé aux fonctions impaires. On a dit qu'une fonction impaire, il vérifie encore deux hypothèses. La première hypothèse, c'est la même de fonctions paires, c'est-à-dire que le domaine de définition de la fonction doit être paire. Donc, fonction paire ou bien impaire, on vérifie toujours la même hypothèse. Donc, la même première hypothèse, c'est la symétrie du domaine de définition par rapport à 0. Puis, si le domaine de définition est symétrique, je passe à la deuxième hypothèse. Donc, pour tout x appartient à d de f, f de moins x égale moins f de x. Et cette notation, ou bien cette expression, signifie que chaque deux nombres opposés, x et moins x, leur image, ils sont opposés. Donc, si x et moins x, donc deux nombres opposés, donc x et moins x, ils sont opposés, même f de x et l'image de f de moins x, ils sont opposés. D'accord? Ça, c'est la signification de cette écriture. C'est très important qu'on comprenne ce qu'on fait. La plupart des élèves, ils savent très bien appliquer la définition ou bien montrer qu'une fonction paire est impaire, mais ils ne comprennent pas la signification mathématique et la signification logique d'une fonction paire et d'une fonction impaire. Ok? Donc ça, c'était un rappel de ce qu'on a fait la dernière fois. Aujourd'hui, on va passer à l'interprétation graphique d'une fonction paire ou bien d'une fonction impaire. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si j'ai une fonction paire, sa courbe représentative ou bien sa représentation graphique, comment je peux interpréter ça sur la représentation graphique de f? Ici, la fonction impaire, comment je représente graphiquement f si f est impair. D'accord? On va voir que la parité nous aide vraiment à tracer graphiquement la courbe de f. Ok? Pour cela, on va travailler une activité. Voilà, l'activité, elle est sur le tableau. L'activité. Donc, soit f une fonction paire. D'accord? Donc voilà, condition importante, soit f est une fonction paire définie sur R. Donc comme vous voyez, R est symétrique, donc la fonction est paire. C et CF
sa courbe représentative. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que C de f, c'est la représentation graphique de la fonction f. On la note par CF, ça veut dire la courbe de f. Dans un repère, bien sûr, orthonormé. La première, donc déjà, la première question, donc le graphe ci-dessous, le graphe suivant, ça, c'est une partie, attention, c'est pas toute la courbe, c'est une partie de la courbe de f. Et il est incomplète. D'accord? Donc, le graphe ci-dessous est une partie de C de f. C'est juste une partie. D'accord? Donc, la première question, calculer f de 2 et déduire f de moins 2. OK? Donc, pour calculer f de 2 ou bien f de moins 2, comme vous voyez, on n'a pas l'expression de f. Donc, on va utiliser la courbe de f pour calculer l'image de 2 et l'image de moins 2, si possible. D'abord, je commence par f de 2. Donc, f de 2, comme vous voyez, voilà le nombre 2. Vous savez très bien que pour calculer l'image d'un nombre en utilisant la courbe, qu'est-ce qu'on fait? Je prends le nombre 2, ça c'est le nombre 2. Je projette le nombre, ou bien ce point d'abscisse 2 sur la courbe parallèlement à l'axe des ordonnées. J'obtiens un point d'intersection, puis je projette ce point sur l'axe des ordonnées parallèlement à l'axe des abscisses. J'obtiens ce point. Donc, on dit que f de 2 égale 1. Je pense que vous savez déjà la méthode. Ou bien vous connaissez déjà la méthode. Je m'excuse. OK? Donc, f de 2 égale 1. Ça, c'est très bien. Très simple. Maintenant, calculons f de moins 2. Or, comme vous savez, la partie tracée sur le repère, il ne nous donne pas la possibilité de calculer f de moins 2. Parce que, voilà, si je projette moins 2, il n'y a pas de courbe dans cette partie. Parce que, comme j'ai dit, le graphe, il est incomplet. Donc, comment je calcule f de moins 2? Je calcule f de moins 2 en utilisant la parité de f. D'accord? Comment ça? Donc, on sait que f est impair, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que f de x égale f de moins x. Ça veut dire deux nombres opposés ont la même image. Donc, 2 et moins 2, ils sont opposés. Ils auront, ou bien ils ont même image. Donc, f de x égale f de moins x, c'est-à-dire f de 2 égale f de moins 2. Et comme f de 2 égale 1, donc f de moins 2 égale 1. Voilà, f de moins 2 égale 1. Je pense qu'on est maintenant calculé f de moins 2 en utilisant, attention, la parité. Je passe maintenant à calculer f de moins 4 et f de moins 6. Donc, calculer f de moins 4 et f de moins 6. De la même façon, quand vous voyez que, donc je m'excuse, déjà c'est moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. OK? Donc, quand vous voyez, je ne suis pas capable de calculer f de moins 4 en utilisant la courbe de f. Donc, je vais utiliser la même méthode de la première question. Question 2. Donc, on a f est pair. Donc,
f de moins 4 égale f de 4. Or, d'après la courbe de f de 4 égale 2. Donc, ça égale à 2. Donc, f de moins 4, par suite, f de moins 4 égale 2. Donc, en utilisant la parité, on peut calculer f de moins 4. De la même façon, pour calculer f de moins 6, comme la fonction est paire, donc ça égale f de 6. Et d'après la courbe de f de 6 égale 3. OK? Donc, f de moins 6 égale 3. Donc, comme vous voyez, la parité, parfois, elle est très utile pour calculer l'image sans avoir même l'expression de f. Bien sûr, à certaines conditions. OK. Je passe maintenant à la question 2. Compléter la suite de la courbe de f. Ça veut dire qu'on doit compléter de tracé, ou bien compléter le tracé de la courbe de f. Donc la courbe de f, elle est incomplète, elle est seulement tracée sur la partie positive, sur r plus 0 plus l'infini. Je dois compléter la partie parce que la fonction, elle est définie sur r. OK. Pour tracer la courbe de f, je vais utiliser l'image de moins 4, moins 6 et moins 2. D'accord? Donc, allez, je vais d'abord placer les points. La règle. Donc, d'après la première question, on a l'image de moins 2, de moins 3, de moins 4, je m'excuse, et de moins 6. L'image de moins 2, c'est 1. L'image de moins 4, c'est 2. L'image de moins 6, c'est 3. En utilisant ces images, je vais tracer cette partie de la courbe. OK. F de moins 1 égale 1. Donc, f de 2 égale 1, f de moins 2 égale 1. Donc, f de moins 2 égale 1. Égale 1. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, on remarque d'abord que ces deux points, ils sont symétriques, ces deux points. Et ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées O, Y. Ces deux points, ils sont symétriques parce que cette distance égale cette distance et cette droite est perpendiculaire à cette droite. Maintenant, je trace l'image de 2. L'image de moins 4, je m'excuse. Donc, l'image de moins 4 égale 2. Voilà. De la même façon, si vous remarquez que ces deux points, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, je continue. F de moins 6, c'est 3.
Et de la même façon, ces deux points, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées au Y. D'accord? Maintenant, je trace. Je trace la suite de la courbe de f. Donc, le graphe suivant, ou bien la courbe suivante, ça c'est C de f, c'est la courbe de f. Donc, qu'est-ce qu'on remarque sur la courbe de f? On remarque que tous les points appartenant à cette partie de la courbe et tous les points appartenant à cette partie de la courbe, ils sont symétriques par rapport au y, par exemple. Si je considère un nombre a, d'accord? Ça, c'est le nombre a, par exemple. Donc, l'image de a par la courbe, elle sera ça, c'est f de a, d'accord? Et le nombre moins a, l'opposé de a, elle aura forcément même image. D'accord? Donc f, donc moins a et a ont même image et comme, ou bien par suite, ces deux points, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc on peut dire que, comme j'ai dit, cette partie et celle-ci, ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. On dit à la fin que C de f est symétrique par rapport au Y, ou bien on dit par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, au Y, c'est l'axe des ordonnées. Donc, or, pour dire, ou bien pour que la courbe de f soit symétrique à l'axe des ordonnées, on doit avoir une condition essentielle. C'est que la fonction f soit paire. Donc, f est paire si et seulement si C de f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc ça, c'est l'interprétation graphique d'une fonction paire. Une fonction est paire, sa courbe représentative, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc soit la fonction, elle sera au-dessus de l'axe des abscisses, ou bien au-dessous de l'axe des abscisses. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Toujours une partie ici, une partie ici, et elles sont symétriques. D'accord? Et si la courbe, attention, si la courbe n'est pas symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, donc la fonction n'est pas paire. Pour que la fonction soit paire, c'est obligé que la courbe soit symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. J'espère que c'est bien clair pour vous. Dans la deuxième partie de l'activité, on va voir
l'interprétation graphique d'une fonction impaire. Allez, je vais écrire l'activité sur le tableau, puis on va la travailler ensemble. Voilà la deuxième partie de l'activité. Donc, soit j'ai une fonction impaire. Donc, comme j'ai dit, on va parler de l'interprétation d'une fonction impaire définie sur R. Bien sûr, comme la fonction est impaire, le domaine de définition doit être symétrique, pas forcément R, mais on prend comme exemple ou bien R parce que c'est l'exemple le plus simple, mais ce n'est pas forcément R. Et CG, sa courbe représentative dans un repère orthonormé OIJ. Donc, comme la dernière fois, la courbe ci-dessous est une partie de C de G. Voilà la courbe. D'accord? Donc, la partie ou bien le graphe, bien le tracé, d'accord? Ça, c'est une partie, seulement une partie de CG. Ce n'est pas toute la courbe. Donc, je reviens à la question. La courbe ci-dessous est une partie de C de G. Calculez G de 1 et G de moins 1. Okay? Comme la première partie, on n'a pas l'expression de la fonction G. D'accord? Donc, on va utiliser la courbe de f pour calculer G de 1. L'image de 1 par la fonction G. Donc, G de 1 égale. Donc, d'après la courbe, comme vous voyez, voilà le point d'abscisse 1. Je projette sur la courbe parallèlement à l'axe des ordonnées. J'obtiens l'intersection. Puis, je projette ce point sur l'axe des ordonnées parallèlement à l'axe des abscisses. J'obtiens le point suivant d'abscisse curviligne moins 1,5. D'accord? Donc, G de 1 égale moins 1,5. Par suite, je calcule G2 moins 1. Or, attention, la fonction G, elle est impaire. Comme la fonction G est impaire, et comme 1 et moins 1, ils sont opposés, directement, je peux dire que l'image de 1 et l'image de moins 1, ils doivent être opposés. Donc, je peux écrire 1,5. Ça, c'est par compréhension. Si je comprends bien la signification d'une fonction impaire, je peux dire ça directement. Or, même si je ne vois pas les choses comme ça, je peux dire tout simplement G de 1 égale moins 1,5. Et comme G est pair, on a G de moins x égale moins G de x. Donc, G de moins 1 égale moins G de 1. Et G de 1 égale moins 1,5. Donc, ça égale. Donc, voilà le moins. Et puis, je remplace G de 1. Donc, G de 1 égale moins 1,5. Donc, c'est moins 1,5. C'est 1,5. Or, comme j'ai dit, si je comprends bien les choses, directement, 1 et moins 1, ils sont opposés. La fonction est impaire, donc les images, ils seront opposées. Et puis, G de moins 1 égale 1,5. Ça, c'est très simple. Voilà, c'est l'importance de comprendre ce qu'on fait. Parce que les maths, ça marche comme ça. On doit comprendre. Même si on ne comprend pas bien, on doit savoir comment appliquer. D'accord? Donc, G de moins 1 égale 1,5. Je vais effacer tout ça et garder G de moins 1 égale 1,5. Par suite, je passe à calculer G de moins 2. De la même façon, la question 2, G
2 moins 2. C'est une fonction, attention, impaire. D'accord? Comme la fonction impaire, g de moins 2 égale moins g de 2. Donc, toujours dans les fonctions impaires, on peut faire sortir le signe moins parce que f de moins x égale moins f de x. Donc, je donne plusieurs méthodes pour voir les choses. Chacun préfère sa façon de voir les fonctions paires et les fonctions impaires et chacun préfère sa façon avec laquelle il préfère travailler. D'accord? Mais l'essentiel, c'est qu'on obtient toujours le même résultat. Donc, f de moins x égale moins f de x. Dans les fonctions impaires, on peut faire sortir le signe moins. Donc, g de moins 2 égale moins g de 2. Or, donc, je mets le signe moins et je reviens. Est-ce que je peux calculer g de 2? Oui, je peux calculer g de 2. G de 2, d'après la courbe, c'est moins 2. Donc, je remplace g de 2 par moins 2. Ça égale à 2. Donc, g de moins 2 égale 2. Et puis, je passe à g de moins 4. Donc, de la même façon, g de moins 4 égale moins g de 4 égale moins, et je reviens à la courbe. Donc, g de 4 égale moins 2,5. Donc, c'est moins 2,5. Ça égale 2,5. G de moins 4 égale 2,5. Une remarque que j'ai déjà dit dans la première partie de l'activité. Bien sûr, si j'aurai la deuxième partie de la courbe, ou bien si j'ai la courbe de G est tracée sur tout le repère, je n'aurai pas besoin de faire ce calcul parce que je peux directement, je m'excuse, par projection, calculer l'image de moins 4 et de moins 2. Mais comme la courbe de G il est incomplète, elle est seulement tracée sur la partie R+, c'est la seule façon de faire les choses, ça veut dire en exploitant la parité et la courbe. Voilà, on a calculé G de moins 4 et G de moins 2, ça égale 2, ça égale 2,5. Maintenant, je passe à la dernière question, compléter la suite de la courbe CJ. Faites très attention à ça. Donc, d'abord, pour tracer la suite de la courbe, je vais tracer un petit tableau concernant certaines valeurs avec leur image. Donc, x, g de x. Déjà, j'ai l'image de moins 1. C'est 1. Donc, je représente ça. Donc, l'image de moins 1, c'est 1. Voilà, ça c'est l'image de moins 1. Donc, je ne sais pas, je m'excuse. Donc, G de moins 1, c'est 1,5. D'accord? Donc, ça c'est 1,5. Autoconcentration, je m'excuse. OK. Donc, 1,5.
Ok, la première remarque que je vais faire, que ces deux points, ils sont symétriques. Mais symétriques par rapport à quoi? Par rapport à l'origine du repère, le point O. C'est-à-dire que la distance O, par exemple A, égale la distance OA prime, plus que les points sont alignés, ou bien le point O et le milieu des segments A prime. D'accord? Donc les deux points, ils sont symétriques par rapport au. Je vais supprimer ça pour ne pas voilà, ça c'est le vecteur J. Donc j'ai juste placé le point A' pour vous montrer que les deux points ils sont symétriques par rapport au. De la même façon, G2 moins 2 égale 2. Donc G2 moins 2 égale 2. Donc, de la même façon, ce point et ce point, ils sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Par suite, G2, 4, 2,5. Je m'excuse, de moins 4. Donc, moins 4, 2,5. 2,5, voilà le point 2,5. Par suite, voilà le point 2,5. De la même façon, ce point et ce point, elles sont symétriques par rapport à l'origine du repère. Donc, on a 3 points qui sont symétriques par rapport à l'origine du repère et en général, chaque point de cette partie de la courbe, ok, sont symétriques par rapport au, il appartient à l'autre partie de la courbe dans R-. Allez, je vais essayer de tracer la courbe, mais je vais rajouter ou bien le point d'abscisse 6, donc le point G de 6 égale combien? Égale moins 3. Donc G de moins 6 égale 3. Voilà donc moins 6, 3. Pour que la courbe soit bien tracée. Voilà. Donc voilà, maintenant je vais essayer de compléter l'autre partie de la courbe.
La partie en bleu et la partie en rouge représentent C de G. Ça veut dire la partie en bleu et en rouge. Donc, comme vous voyez, C de G est symétrique par rapport à l'origine du repère pour les fonctions paires. D'accord? Donc, G est impair, je m'excuse, impair, si et seulement si C de G, la courbe de G, est symétrique par rapport quoi? Par rapport à l'origine du repère, le point O. Donc, pour faire un petit résumé de tout ce qu'on a fait, une fonction est impaire si et seulement si la courbe ou bien sa courbe représentative sur un repère orthonormé est symétrique par rapport à l'origine du repère. Ça, c'est pour les fonctions impaires. Et on a vu qu'une fonction est paire si et seulement si elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, les fonctions impaires ont leur interprétation graphique et les fonctions paires ont leur interprétation graphique. Donc, on ne doit pas confondre les fonctions paires avec les fonctions impaires. Et en tout cas, comme on a dit dans la remarque la dernière fois, il y a des fonctions paires, il y a des fonctions impaires, il y a des fonctions ni paires ni impaires. Ça veut dire que les fonctions qui sont ni symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ni symétriques par rapport à l'origine du repère, ils sont des fonctions ni paires ni impaires. Par exemple, si je prends un petit exemple, est-ce que la fonction suivante est paire? Non. Est-ce qu'il est impair? Non. Parce qu'elle n'est ni symétrique par rapport à l'origine du repère, ni symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. D'accord? Donc, il y a des fonctions paires, il y a des fonctions impaires, et il y a des fonctions ni paires, ni impaires. Et on peut voir ça d'après la représentation graphique sur un repère. J'espère que cette partie d'interprétation graphique était claire. Allez, je vais vous voir la prochaine fois. Prenez soin de vous. À la prochaine.